Avec vous sur Sud Radio pour débattre, commenter l'actualité. On n'a pas eu le temps hier de parler des retraites et évidemment c'est un des sujets majeurs en ce moment. Est-ce qu'Emmanuel Macron va repousser l'âge de départ à la retraite en catimini? C'est en tout cas ce qui semble se profiler. On va parler aussi de ce qui est en train de monter, à savoir une obligation pour les soignants de se faire vacciner. Et puis Éric Zemmour en route vers la présidentielle. Son éditeur le lâche. On va y revenir dans un instant avec Éric Vérac. Bonjour. Entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Bonjour. Lucas Véran, étudiant et adjoint au maire de Neuilly. Bonjour Valérie. Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia. Et bonjour, Alexis Valérie. Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. Et on vous retrouve le mercredi, très généralement, pour l'édito politique sur Sud Radio. L'autre jour, j'ai dit tous les mercredis, il m'a dit non, le mardi aussi. Ça dépend. Voilà. C'est avec Arlette Chabot, des fois. Ou le mardi ou le mercredi. Alors, commençons par un tour de table et puis Alexis, par une auto-promotion, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'est scandaleux, mais je me suis dit, allez, je fais ça. Oui, c'est un coup de cœur, c'est pour le spectacle documentaire que je présente avec le collectif Superama à Avignon, au Festival du Off au 11, tous les jours du 7 au 29 juillet. Relâche le lundi, c'est une pièce qui s'appelle L'homme qui tua Mouammar Kadhafi, qui parle de la Libye, qui parle des services secrets et qui parle aussi du financement de la campagne de 2007 de Nicolas Sarkozy avec peut-être l'argent du dictateur libyen Mouammar Kadhafi. C'est pas du tout, et c'est ce que j'avais dit, c'est ni orienté ni politique. Pas du tout. Et c'est une pièce interactive puisque le public pourra poser des questions s'ils en ont. Et on va vous voir sur scène. Et je suis sur scène, bien sûr. Oh là là. On se retrouve à la 17e chambre correctionnelle pour diffamation. Alors il n'y a pas du tout de diffamation. Non, il n'y a pas de révélation fracassante non plus, mais il y a quand même une mise en scène autour de cette affaire. Et puis surtout, on lève le voile sur le métier du renseignement, le monde de l'espionnage. Ça aussi, c'est intéressant, peut-être plus même que le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy. Vous jouez quel rôle, cher Alexis? Je joue mon rôle, celui du journaliste qui explique et qui pose les questions. Et avec des petits airs de Fabrice Arfi, un peu de on est aidé en cela par la région Hauts-de-France et la scène du manège qui nous a aidé à monter ces pièces. Et donc le collectif Superama, 7 au 11, tous les jours à 17h. Donc 7 au 29 juillet, si vous êtes dans le coin et que vous voulez voir Alexis Poulain, lui demander des autographes, faire des selfies, c'est le moment d'y aller. Alors, Lucas, c'est un coup de cœur. C'est un coup de cœur, mais en réalité, plus un coup d'éclairage sur le scrutin de dimanche dernier. Je trouve qu'on a énormément parlé des régionales et à raison, mais assez peu des départementales. Or, c'est là que les principaux changements, parce qu'il y en a eu, se sont opérés. Par exemple, le Val-de-Marne, qui était depuis 1976 aux mains des communistes, est passé à droite, ce qui, à mon avis, est quand même un signal très fort. De la même manière que le département du Finistère est lui aussi tombé aux mains de la droite. Il y a eu aussi des départements qui ont assuré le chemin inverse, comme la Charente, qui était tenue jusqu'ici par Dominique Bussereau et qui va certainement passer à gauche. Et donc finalement, je trouve que c'est un peu regrettable pour l'attention médiatique très faible qui a été portée sur le scrutin départemental, parce qu'il y a des vrais changements qui reflètent à la fois une dimension sociologique forte, en termes de rejet aussi parfois des politiques économiques des uns et des autres. Et finalement, je trouve qu'il y a eu un silence absolu. On a préféré se concentrer sur la reconduction des sortants sans prendre en compte la dimension parfois... Il y a eu des choses qui ont beaucoup changé. Nous, on l'a évoqué avec le Rassemblement National qui a perdu énormément de cantons. Pratiquement la moitié des candidats qu'ils avaient ont été perdus. Tout à fait. Et des cantons... Et les communistes aussi. Hein. Les communistes, mais ce qui est intéressant, vous voyez, sur le Val-de-Marne, c'est qu'effectivement, sans vouloir remonter aux origines, mais c'est vrai qu'il y avait un peu une tripartition qui avait été organisée entre les gaullistes et les communistes, où finalement, les gaullistes se disaient le département communiste, ça sera la Seine-Saint-Denis. Ça a été le cas pendant longtemps, mais finalement, le Val-de-Marne avait été un peu construit autour d'un alliage de zones sensibles et de zones rurales, mais finalement, il a été un peu une anomalie pendant près de 46 ans, en restant communiste, et la droite a déployé énormément d'efforts pour le récupérer, et c'est aujourd'hui fait, et ça mettra fin sans doute à un système que beaucoup rejetaient. Allez, on se retrouve dans un tout petit instant, la suite de notre tour de table, et puis on va parler d'Éric Zemmour, de la vaccination obligatoire pour les soignants, et puis de la retraite, 64 ans. À tout de suite.
Et on est ensemble pour le 11h midi avec aujourd'hui Éric Verhaeghe, entrepreneur et fondateur du blog politique Le Courrier des Stratèges. Donc c'est disponible sur Internet. Vous vous abonnez, vous recevez la lettre quotidienne d'Éric Verhaeghe. Lucas Véran, étudiant et adjoint au maire de Neuilly. Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia, et Alexis Poulain, journaliste, directeur de la publication du Monde Moderne. On vous retrouve sur Sud Radio tous les mercredis en principe. Et puis vous aurez à l'affiche de la pièce L'homme qui tue à Muammar Kadhafi. Il est également comédien à Avignon du 7 au 29 juillet. On va parler d'Éric Zemmour en route vers la présidentielle, lâché par son éditeur. Point d'interrogation. Faut-il obliger, vous l'avez entendu dans le journal, les soignants à se faire vacciner? Et puis les retraites, faut-il repousser l'âge de la retraite à 64 ans? Tous ces sujets avec vous. On continue avec notre tour de table de ce qui a retenu votre attention. Alexandre Malafaille, c'est parisien, mais malgré tout, on peut quand même en parler parce que je pense que ça va toucher, la piétonisation va toucher un certain nombre de nos villes. Ça va toucher, en tout cas ce qui se passe à Paris va toucher tous les Français, parce qu'à un moment donné, Paris n'est pas habité que par les Parisiens de l'hypercentre. Et donc la mairie de Paris a décidé de condamner une partie importante du centre de la ville, c'est à peu près un tiers de la ville, qui va être entièrement piétonnisée à échéance quelques mois. Dans ce cas, ils appellent ça une zone à trafic limité. Ouais. Et donc ça, c'est décidé de manière unilatérale, mais quand même, pour se donner bonne conscience, la mairie organise une consultation, d'accord, en ligne. Donc il faut s'inscrire sur le site de la ville de Paris. Et à partir de là, moi j'ai joué le jeu pour voir après tout, donner mon point de vue, parce que je suis pas vraiment aligné sur la proposition de Madame Hidalgo, parce que c'est un peu brutal comme façon de faire. Et puis tout d'un coup interdire à tous les gens de pouvoir se déplacer dans des zones dans lesquelles on pouvait le faire. Je comprends les problèmes climatiques et les besoins de sérénité en ville, mais bon, peut-être qu'on pourrait faire autrement et mieux gérer la transition d'un passage à l'autre. Donc je suis allé voir la consultation. Et alors là, on est vraiment, c'est digne d'une république bananière. C'est-à-dire, c'est pas une consultation, c'est un simulacre, c'est une parodie, c'est ce qu'on veut. C'est uniquement pour soutenir le projet de Madame Hidalgo. Donc c'est vraiment quoi. Alors première question, que pensez-vous du périmètre proposé pour la mise en place de cette limitation de trafic? On vous demande pas si vous êtes d'accord, pas d'accord. On vous demande si ce périmètre vous paraît bien, pas bien. Mais l'idée en elle-même, c'est vrai. À votre avis, quels autres usagers devraient pouvoir accéder à la zone à trafic limité? Voilà. Ensuite, choisissez du plus important au moins important les objectifs bénéfiques, bien sûr attendus pour la limitation du trafic. Et puis, quels nouveaux usages souhaiteriez voir se développer grâce à l'apaisement de la circulation, etc. Est-ce que cette zone va être liée au pass sanitaire? Voilà. Alors, moi, ce que je dis à la mairie de Paris, c'est que c'est vraiment pas judicieux de communiquer comme ça. C'est une manière très autocratique, c'est lamentable. Mais surtout, moi, j'appelle tous les juristes de France et de Navarre que la question intéresse à regarder si, à un moment donné, quand on trompe les gens de cette manière-là, en disant voilà, c'est une consultation, mais en fait, c'est pas une consultation parce qu'il n'y a pas moyen de s'exprimer autrement que pour dire c'est bien, on est d'accord ou on est d'accord. Eh bien, je pense que juridiquement, il doit y avoir un fondement pour attaquer la mairie de Paris et au moins, effectivement, organiser une vraie concertation, parce qu'après tout, pourquoi pas. Et une fois que la vraie concertation a lieu, gérer la transition pour qu'on passe d'un monde où il y a des voitures, un monde où il y en a moins, mais où il n'y a pas que des perdants et des gens qui vont être malheureux. Parce que sinon, je pense qu'on va fabriquer une nouvelle vague de gilets jaunes qui un jour rentrera à nouveau dans Paris pour dire vous nous avez piqué notre ville et il y en a marre. Il faut voir le nombre de mètres carrés qui sont laissés vacants. Paris, c'est incroyable, quoi. C'est maintenant les voitures qui. Non, mais j'ai été surprise parce que j'ai eu la même chose que vous, c'est-à-dire que j'ai vu un lien qui disait aller pour la consultation, et je me suis dit mais en fait il n'y a pas de consultation, c'est-à-dire que la zone elle a été adoptée et on vous demande effectivement si vous préférez qu'il y ait une rue de plus, une rue de moins, etc. Gilles nous dit c'est génial, bravo à Monsieur Malafaille. Oui, vous vouliez dire quelque chose. Ce que vous décrivez, à mon avis, c'est très intéressant parce qu'il y a un art qui se dégage depuis quelques années de la consultation à la française où en fait on prétend exercer effectivement une concertation mais qui n'est là que pour légitimer des décisions sur lesquelles on aura déjà eu un avis très tranché. Et il y a un peu une événementialisation de ces Beauvau de la sécurité, Ségur de la santé, où finalement on prétend réunir les parties prenantes, les considérer, mais on arrive avec déjà une idée très arrêtée de ce qu'on a envie de faire. Donc de la concertation pour faire aboutir du consensus évidemment, de la concertation pour juste légitimer des décisions auxquelles on a déjà finalement arrêté toutes les issues, c'est effectivement un simulacre auquel les gens ne sont pas dupes. Alors c'était dans son programme, me dit Guy. Bien sûr, c'était dans son programme, donc elle applique son programme. Oui, mais elle a été élue par 17% des Parisiens. Vous aviez qu'à aller voter. Non, mais on a voté, mais beaucoup de gens ont voté. Mais bon, la crise sanitaire l'année dernière a fait que cette légitimité-là devrait l'interroger. Qu'elle veuille faire des choses, mais il faut fabriquer du consentement. Éric Verhaeghe. Oui, non, je suis d'accord avec Alexandre. Je crois qu'on n'a pas encore fini de comprendre
que l'écologie est la nouvelle utopie totalitaire du siècle. C'est-à-dire qu'on a eu le marxisme-léninisme il y a 100 ans, et maintenant nous avons l'écologie. Ce sont les Khmers verts, Éric. Les Khmers verts. Les Khmers verts qui ont décidé qu'on devait être d'accord avec tout ce qu'ils proposaient, parce que de toute façon, il faut sauver la planète. Mais c'est pas ça l'écologie. Enfin, c'est bien de dire. Non, là, c'est vraiment sur la nuisance particules fines, le fait que la ville est invivable en réalité. Mais il faut penser la ville autrement. Mais si on la rend impraticable parce qu'on peut plus s'y déplacer ni en voiture ni à pied, ça devient compliqué. Qu'il y a des zones de. Enfin, mais c'est-à-dire qu'il faut réfléchir à la ville, mais globalement, pas de cette façon-là. Là, effectivement, on enlève les habitants. Encore une fois, hein, c'est exactement ce qu'on fait avec le pays. On enlève le peuple et puis on décide des trucs et puis après, mais ils sont cons, ils comprennent rien. De toute façon, il faut leur expliquer. Ce qui a été fait à Londres. Avec des barrages à l'entrée pour et ça n'a rien arrangé au bouchon. Par contre, ça a effectivement apporté un peu d'argent. Ça fait flamber l'immobilier. Voilà. Donc c'est de plus en plus accessible aux gens qui ont des vrais moyens. Là, ça fera le bonheur, comme ce sera une oasis des grands touristes. Pour la Samaritaine, c'est du bonheur. Par contre, pour les petits commerçants, pour tous les autres. Et puis ça va fabriquer encore un peu plus de petits métiers, les petits livreurs, etc., qui vont devoir faire ce travail d'approvisionnement. Effectivement, on essaye d'éviter de parler trop de Paris, mais j'ai lu un article dans le Point que je viens de retrouver qui parlait de cette usine à gaz qui va consister à interdire l'usage des véhicules polluants en ville, qui tisse la toile d'araignée. 60% des Français n'ont pas la moindre idée de ce qu'est une zone à faible émission. Et d'ici à l'horizon 2025, il y a 52 agglomérations de plus de 150 000 habitants qui va faire prendre conscience à des milliers d'usagers que leur voiture est interdite de séjour dans les villes. Donc ça va être des zones à air réglementées. Donc si vous n'avez pas une voiture conforme, donc les pauvres qui n'ont pas les moyens d'acheter une voiture électrique vont devoir... dispositifs étatiques pour les accompagner dans la transition. Non mais il faut de l'argent quand même. C'est pas évident de changer à la mairie a parlé, mais c'est pas évident. C'est parce que c'est l'État qui finance ça, donc j'ai aucun intérêt à le dire. Non, mais qu'il y ait des transports en commun dignes de ce nom, qui est bien sûr, bien évidemment, il faut améliorer la desserte, mais bon, si on arrive rapidement au consensus que toute transition est brutale, effectivement, on fait pas grand-chose. Les zones à faible émission, elles partent quand même dans le bon sens. Il y a énormément de collectivités locales qui font un travail d'accompagnement, de solutions, effectivement, proposer des vélos, proposer des mobilités alternatives. Moi, j'ai pas envie, je veux prendre ma voiture. Donc, il y a un moment, j'ai des enfants, j'ai des paquets, j'ai une maman handicapée. Alors, vous voyez, qu'est-ce que je fais? Alors, il y a des solutions, mais il y a des solutions qui sont intéressantes. Par exemple, le fait de considérer qu'effectivement, la voiture en soi, elle n'est pas néfaste. Mais la voiture, lorsqu'elle est utilisée exclusivement de manière individuelle, il y a des interrogations. La voiture, lorsqu'il y a 4 personnes qui sont dedans, lorsqu'elle est le moteur, finalement, le véhicule de toute une famille, bien évidemment qu'elle a tout son rôle à remplir. Et elle doit occuper la cité. Vous montez une usine à gaz avec ceux qui auront le droit, ceux qui n'auront pas le droit. Alors entre dans certains pays, il y a des files où, pour le coup, plus de 2 personnes dans la voiture, vous avez la file dédiée. Une autre file réservé aux seules personnes, je vous assure que quand faites le constat, la file de bus versus l'autre file, vous avez envie d'être dans la file de bus, et donc finalement distinguer en fonction de l'utilisation. J'ai le droit de ne pas vouloir prendre le bus. Est-ce que j'ai le droit de pas prendre le bus? Mais là, ce que je vous dis, c'est que vous pouvez prendre la voiture, mais que la condition, c'est que je m'en fous. Très bien, Valérie. Le débat est clôturé. Je veux bien même prendre plus de temps. Je vais être dans ma voiture. Point. Mais dans le cas de Paris, par exemple, ce qui va être aussi un problème, c'est que pour l'instant la mairie a dit que ce serait autorisé aux taxis, mais pas aux VTC. Donc les VTC, il y a plein de VTC qui vont devoir mettre la clé sous la porte. Et évidemment, dans le même temps, la mairie de Paris n'a pas fait en sorte qu'on augmente le nombre de taxis. Donc on va retrouver la situation d'avant, où tout d'un coup il y a une énorme pression sur la demande, et donc on n'aura plus de moyens de transport corrects pour se déplacer dans Paris. Selon les associations, et le périphérique va bientôt aussi être touché. Selon les associations automobiles, 70%, un véhicule sur 2 serait concerné d'ici 2025, ne pourrait plus rouler. Voilà. Et vous savez d'où ça vient? Le fait qu'elle nous emmerde comme ça, Madame Hidalgo, ça vient d'un point très simple. François Hollande, en quittant le pouvoir en 2017, elle lui a fait un cadeau de départ. Il lui a donné la compétence circulation. Voilà. Allez, on va marquer une petite pause, Éric, et votre coup de cœur en majesté dans quelques instants. Ce sera le coup de cœur, à mon avis, un peu perfide, non? Je ne sais pas. D'Éric Verhaeghe, à tout de suite. Avec vous sur Sud Radio pour commenter l'actualité. Alors, Éric Verhaeghe, c'est un coup de cœur. Oui, moi je voulais signaler quelque chose qui passe un peu sur les radars. C'est que dans le cadre de sa stratégie thérapeutique
contre le Covid qui n'intéresse personne. L'Union européenne, via la Commission européenne, vient d'annoncer la mise sur le marché à partir d'octobre de 5 traitements contre le Covid qui seraient donc une alternative au vaccin. Et la Commission européenne annonce un nouveau recensement de 10 produits supplémentaires à l'automne. Donc c'est quand même le signe qu'à un moment donné, ça mérite d'être souligné. Il y a des pouvoirs publics en Europe qui proposent des stratégies diversifiées et pas monocolores pour lutter contre le virus. Et on ajoutera que, avec un petit regret, c'est que les 5 produits, les 5 traitements que la Commission européenne va autoriser en octobre 2021 sont des traitements qui sont portés par les grands laboratoires, notamment GlaxoSmithKline et Hoffmann-La Roche et Lilly. Donc on peut regretter que cette opération ne concerne pas forcément des traitements qui soient économiquement plus avantageux, mais en tout cas je pense que ça va dans le bon sens et ça méritait d'être souligné. Écoutez, on va voir. Donc on va voir ce que ça va donner. Effectivement, le jour où il y aura des traitements, ce sera déjà beaucoup mieux. Commençons peut-être avec la vaccination et les soignants. Vous l'avez entendu dans les différents journaux sur Sud Radio ce matin. Le gouvernement veut qu'au moins 80% des personnels des EHPAD et des hôpitaux soient vaccinés contre le Covid d'ici septembre, faute de quoi il ouvrira la vaccination obligatoire. Il précise ainsi que pour la première fois, sa cible de couverture vaccinale chez les soignants après plusieurs mois de mise en garde, de recommandations. Alors, ils sont déjà soumis à une forme de vaccination obligatoire quand on travaille à l'hôpital. Est-ce que ce vaccin doit en faire partie ? Qu'est-ce que vous en pensez, Alexandre Malafaille ? Moi, j'ai toujours du mal avec les obligations en ce qui concerne les vaccins par rapport à des populations adultes. Vous avez des enfants ? Non, mais je ne parle pas des enfants et je suis d'accord sur la vaccination des enfants. Il y a beaucoup de recul sur les vaccins qui sont aujourd'hui administrés aux enfants et c'est une mesure de politique publique dont on peut discuter. Mais là, en particulier, sur les soignants, je pense qu'il faut expliquer, il faut les conduire à vouloir le faire. S'ils ne veulent pas le faire, il faut là encore expliquer. Mais la liberté, à mon avis, est un point absolument fondamental en la matière. Je voudrais ajouter quand même que je comprends l'argument de ceux qui disent il faut, mais on a aussi vu que bien que vaccinés, on pouvait être porteur et on pouvait développer des formes légères. Alors, je répète que, comme tous les jours, qu'on peut être porteur, qu'on est moins sujet à contracter le virus, et que si vous avez le Covid, vous serez moins malade. Donc, c'est pas... Voilà, ça protège contre les formes graves. Mais ça n'empêchera pas les infections et la transmission du virus. Parce que si vous êtes porteur, même d'une version un peu allégée, vous êtes quand même contaminant. Donc, à un moment donné... Mais beaucoup moins. Donc, c'est un argument fallacieux. C'est pas un argument fallacieux. Je veux dire, je pense qu'on ne peut pas obliger les gens. Il y a un point fondamental qui est le respect de la liberté individuelle, le choix de son corps, de ce qu'on veut faire de son corps. Ensuite, je voudrais juste insister sur un point qui, moi, me préoccupe depuis le départ. Je trouve qu'on a très très peu de recul sur ces campagnes massives de vaccination, puisqu'on ne bénéficie aujourd'hui que d'autorisations provisoires de mise sur le marché, parce qu'il n'y a pas eu le temps de faire tous les essais, tous les tests, et je pense que des gens s'interrogent, et je pense qu'ils sont légitimes à s'interroger. Donc voilà, prenons le temps, expliquons, trouvons des solutions, mais l'obligation systématique pour tout le monde, ça me paraît extrêmement dangereux. Dans cette campagne mondiale de vaccination, je trouve qu'on a tendance à invisibiliser les victimes de la vaccination. Et il y en a des familles, il y en a qui ont perdu la vie, certains ont fait des attaques graves, certains sont handicapés. Mais quelle est la proportion ? C'est beaucoup trop pour un vaccin censé vous protéger d'un virus. Non, mais regardez sur les autres vaccins, je ne pense pas qu'on a autant de risques d'effets secondaires. Non, franchement pas. Franchement pas. Sur la létalité de ce produit-là, même s'il y en a très peu, il y en a quand même. Il ne faudrait pas faire comme s'il n'existait pas. Et je crois que c'est pour ça que le libre arbitre. La médecine n'est pas sans les risques. Quand vous allez faire une anesthésie générale, vous pouvez y rester. Il n'y a aucun risque. Donc vous faites ce choix-là. Traverser la rue, c'est pas sans risque, évidemment. Mais je crois que c'est vrai que contraindre systématiquement. Enfin, on a vu avec ce virus arriver les confinements de masse qui sont catastrophiques pour les enfants. Une étude que Le Monde a publiée il y a 2 jours qui a montré des retards de développement, des prises de poids chez les plus jeunes, des dépressions. Enfin, on le savait un peu, mais là, on a les preuves que ces confinements étaient un scandale pour les plus jeunes. Non, mais là, on parle pas de ça, on veut contraindre. Non, je parle des contraintes que ce virus voudrait nous imposer et qui n'ont rien à voir avec des mesures sanitaires. Le pass sanitaire, ça y est, les Anglais sont en train de le virer. Ils voulaient le mettre pour les pubs, les restos, ils l'enlèvent.
l'enlève. Ils voulaient le mettre pour les événements sportifs, ils l'enlèvent. C'est en train de craquer de partout. Nous, en France, on est en train de rentrer dans la case, allez, on contrôle tout, il faut du pass sanitaire partout, et puis maintenant, il faudrait obliger les soignants à se vacciner, etc. Mais tous les pays qui ont commencé à vacciner se disent, bon, ça suffit pas, il faut quand même garder les gestes barrières, il faut quand même faire attention. Le vaccin n'est pas l'assurance de la fin de l'épidémie. C'est ça le problème. Donc comment on fait? Comment on fait? Moi, je veux bien que... C'est le cas en Israël quand même. Exact. Mais en Israël, 40% des nouveaux contaminés. Mais alors après, il y a beaucoup moins de gens hospitalisés. C'est ça qui compte. C'est le fait que ça sauve des vies, évidemment, parce qu'on ne se retrouve pas à l'hôpital avec le Covid. Mais le problème du contrôle permanent des populations, ça peut pas tenir. Et puis, autre chose, le passeport vaccinal ou le passeport sanitaire ne marche pas à l'international, puisque chaque pays a une législation particulière et un système particulier. Et là, il y a des lois internationales quand même qui encadrent dans le cadre de la protection des données et de la vie privée, et qui fait qu'il ne peut pas y avoir de système de contrôle international. Donc tout ce qu'on nous vend aujourd'hui... quand vous allez dans un pays, vous vérifiez si vous pouvez y rentrer ou pas. Il n'y a que l'Europe qui nous vend ça, parce qu'on a fait des traités européens pour se mettre d'accord entre plusieurs pays. Mais aujourd'hui, on va accueillir des touristes américains non vaccinés. Des États américains n'ont pas de passe sanitaire. On s'en fout. Non, c'est pas fou du tout. Mais c'est pas fou du tout. Vous pouvez contrôler le fait que tel citoyen, tel ressortissant de tel pays a été vacciné. Le principe, c'est la réciprocité. Si vous avez confiance en l'État américain, de la même manière que l'État américain a confiance en système européen, vous pouvez quand même considérer, objectivement, j'avoue que je suis assez confiant sur le fait que les États-Unis d'Amérique formulent une attestation fiable, vous voyez. Ça reste à voir. Ouais. Et vous mettez en cause. Non, c'était un article du Figaro de ce matin. Je ne mets pas en cause. Il y a même une application dédiée aux professionnels du transport qui s'appelle Tous Anti-Covid Vérif, pour vérifier que le QR code est bien vrai. Parce que se développent maintenant des faux, etc. Voilà. Donc ça veut bien dire que le truc, il y a une limite à ça. Et la question qui se pose avec Tous Anti-Covid Vérif, c'est la sécurisation des données. Parce que ce que vous donnez là, non seulement ça passe par des data centers américains offshore ou ce que vous voulez, et vous donnez des données de santé des populations françaises, européennes, internationales. Vous avez quoi là devant vous? Vous n'avez pas J'ai un iPhone, et j'ai bloqué tout, à peu près tout ce qu'on peut bloquer là-dessus. J'utilise pas Gmail, machin, etc. Non, mais quand vous allez sur Google et que vous cherchez un truc, justement, vous n'allez pas sur Google. J'y vais, mais j'ai pas de compte Gmail, par exemple, ça m'énerve. Donc il faut faire un maximum pour évidemment se protéger, mais on sait que la poussée est telle qu'aujourd'hui, protéger ces données, c'est déjà un effort. Et là, on est en train de les offrir à des entreprises privées qui vont en faire de l'or, tout simplement. Donc à un moment, c'est stop, quoi. C'est vraiment, c'est pas des politiques sanitaires. Un mot sur Israël. Le nombre de cas graves était avant-hier à 21, le chiffre le plus bas depuis le début de l'épidémie en 2020, et depuis le 14 juin, 2 décès uniquement. Donc je peux pas vous dire autre chose que ça. Mais bien sûr. Non, pas bien sûr. Vous dites 40%. Il y a cette espèce de chiffre qui circule. Parce qu'on parle de 40%. Mais 40% contaminés, ça n'a pas de sens. qu'on est à l'hôpital. C'est bien ça. Le vaccin, il est là pour ça. C'est quand même un bienfait énorme, non? Alors peut-être Éric Verhaeghe. Je pense que vous êtes sur la même ligne. Non, attendez, moi je suis pas sûr qu'Alexis soit sur une ligne ou sur un cercle, et moi-même je suis pas sûr d'être sur une ligne ou sur un cercle. Je voudrais juste dire dans cette affaire que je trouve la position, en réalité, je vais prendre le contre-pied. Je trouve qu'Olivier Véran ne va pas assez loin dans sa logique, parce que si son sujet et sa posture est de dire que le vaccin protège de la contamination, et je rejoins Alexis pour dire que jusqu'ici j'ai entendu personne me dire que le vaccin empêchait de faire circuler le virus. Et si c'est sa pensée, si c'est sa conviction, pourquoi ne l'impose-t-il pas sur les établissements dont il a la tutelle officielle, à savoir les hôpitaux publics? Et pourquoi commence-t-il par l'imposer sur des établissements dont il n'a pas la tutelle, à savoir les EHPAD? Et je suis quand même assez dubitatif sur ce que signifie ce 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que moi, je serais ministre de la Santé, je serais convaincu qu'il faut protéger les patients en obligeant les soignants à se faire vacciner. Je commencerai par l'imposer dans les hôpitaux. Et là, ce n'est pas ce qui est fait. Donc, ce que je crois... EHPAD et hôpitaux, hein. C'est EHPAD et hôpitaux. Je pense que ça commence par... Moi, j'ai commencé par les EHPAD. Ce que je crois, c'est qu'Olivier Véran sait très bien qu'il y a une très forte réticence chez les soignants face au vaccin. Et une réticence qui est d'autant plus significative, me semble-t-il, que ces gens-là sont au contact quotidien de la médecine, donc ils sont mieux informés que nous sur les risques ou les avantages du vaccin. Et on voit bien pas forcément, je suis désolée, pardon, une infirmière... S'ils veulent savoir, c'est plus simple pour eux que pour nous. Pourquoi les médecins sont vaccinés ?
Pourquoi la plupart des médecins sont vaccinés? À ma connaissance, tous ne le sont pas. Une grande partie, une très grande majorité des médecins. J'ai discuté hier avec un médecin de Bichat qui m'expliquait que la problématique n'était même pas tant sur le personnel soignant en tant que tel, mais plus sur les aides-soignants et plus sur le personnel brancardier. Sont pas plus vaccinés que le reste des Français, puisqu'on a 55% de... Non, mais je vous parle de l'hôpital, Donc l'argument de dire aller dans les hôpitaux... Aller dans les hôpitaux, demander pourquoi l'argument de dire les infirmiers se vaccinent pas et les médecins, les infirmiers se vaccinent pas parce qu'ils voient ce qui se passe, je le trouve un peu fallacieux. J'ai pas dit ça. J'ai dit que attendez, moi j'ai pas dit ça. Je dis que a priori ces gens-là sont au contact quotidien de la médecine et donc s'ils veulent se renseigner sur les effets du vaccin, ils sont mieux placés que nous. Et ce que je crains, c'est que la position globale du ministre de la Santé soit de dire qu'aujourd'hui, il n'est pas en capacité d'imposer au personnel soignant une vaccination obligatoire et qu'il sait très bien qu'il va, d'une façon ou d'une autre, pousser un certain nombre de personnel à la démission et que ça va être une mesure extrêmement compliquée à faire passer socialement dans les troupes. Et à mon avis, c'est un peu le problème global aujourd'hui en France, c'est qu'il y a un agenda de la vaccination obligatoire qu'on a tous bien compris. Emmanuel Macron l'a dit fin avril en disant à ce stade ce n'est pas obligatoire, soulignant bien que tôt ou tard ça le sera. La difficulté c'est de faire respecter les obligations et on voit bien aujourd'hui qu'il y a deux Frances qui se sont constituées. Je vais vous taquiner Valérie, il y a la France de la vaccination qui aime le vaccin et qui se fait vacciner parce qu'elle y croit, et puis il y a une France qui s'est retirée, l'autre, une moitié de France, qui dit nous on n'est pas dans ce monde-là et on ne veut pas en entendre parler. Et derrière cette question sanitaire, de mon point de vue, il y a un problème sociopolitique de fond qui est est-ce qu'aujourd'hui on est capable de fabriquer du consensus autour des politiques sanitaires? Et j'ai un vrai doute. Regardez le flop que signalait le Figaro hier, du pass sanitaire dans les discothèques, du QR code dans les cafés et les restaurants. En réalité, il y a une caste qui prend des décisions et puis le petit peuple qui vit à côté sans s'en occuper. Absolument, et qui ne l'applique pas. Non, mais vous avez raison. On marque une pause et on continue ce débat. À tout de suite. On est ensemble avec vous jusqu'à midi pour commenter l'actualité. On va parler d'Éric Zemmour, on va parler de l'âge de la retraite. Juste conclure sur ce débat autour de la vaccination des soignants. On a Estelle qui est en ligne avec nous, qui est infirmière. Bonjour Estelle. Christelle, pardon. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, mais c'est pas grave. Bonjour à tous. Et puis merci de me prendre à l'antenne même rapidement. Alors, je me présente, je suis Christelle, infirmière libérale dans les Pyrénées-Orientales. Et je me permets d'intervenir par rapport à l'obligation de vaccination. Alors, je vous explique mon point de vue rapidement. Moi, je suis infirmière depuis plus de 30 ans. Et je pense et comme beaucoup, je pense qu'on est tout à fait capable de prendre nos propres décisions quant à notre choix de se vacciner pour le SARS-CoV-2 ou pas. Je voudrais repréciser que tout au début de la crise sanitaire, on a été en première ligne, sans rien. Sans rien, quand je dis sans rien, c'est vraiment sans rien, sans bouche, sans masque, qu'on a fait face avec notre expertise d'infirmière et de soignante, et que si aujourd'hui, on nous oblige à nous faire vacciner parce que justement, on n'est plus capable de prendre aujourd'hui, après plus de 14 mois de crise sanitaire où on a fait face, on a protégé nos aînés, et puis d'autres patients, je pense aussi aux confrères dans les hôpitaux, dans les EHPAD qui ont été là. Tous ces soignants aussi, plus de 80 soignants qui sont tombés justement parce qu'on disait que le masque justement n'était pas obligatoire et qu'il y a eu un revirement après que là, du jour au lendemain, il est devenu obligatoire justement. Je pense qu'on est capable aujourd'hui de continuer à prendre des équipements de protection individuelle et que c'est pas un vaccin. On vous a perdu, mais oui, vous vouliez réagir. J'aurais aimé réagir et finalement ça rebondit un peu sur ce que vous disiez tout à l'heure. Là, l'argument, c'est donc on nous a pas assez protégés au début et donc parce qu'on nous a pas assez protégés au début, on va pas se faire davantage protéger pour la fin. J'ai un peu de mal avec cette approche-là. Sur la question de la liberté individuelle que vous évoquez, moi je suis d'accord et dans la meilleure des configurations, j'aimerais pouvoir laisser aux gens tout à fait le choix de se faire vacciner, quelle que soit leur situation, qu'ils soient
exposé ou non. Sauf que la liberté, vous savez, il faut avoir la conception un peu pratique de ce qu'elle représente. Est-ce que la liberté individuelle qui nous est interdite par l'exercice des confinements successifs, par l'exercice d'une scolarité contrariée, par l'exercice de tout ça, alors vous pouvez dire non mais finalement c'est un grand tout, c'est une machine qui s'organise, etc. La réalité c'est que moi ma liberté elle est bien plus contrainte en période de confinement que depuis que j'ai eu 2 doses où je peux aller exercer. Oui, je me rends compte de quoi. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on est rentré dans un monde où il n'y aura plus de retour en arrière mais sur la gestion des questions sanitaires? Vous avez un virus qui a un taux de létalité très élevé. C'est la réalité. Il a un taux de létalité relativement raisonnable au regard, même si ça a fait beaucoup de dégâts, au regard d'autres pathologies, d'une part. Deuxièmement, on fait du tri à l'hôpital. Attendez, on ne va pas faire de tri à l'hôpital. Après, est-ce que c'est un choix de dire que nous allons maintenant passer les prochaines années à vivre masqués, parce que c'est ce qui est en train de se passer? Les lieux de travail vont rester masqués. Donc vous êtes contre la vaccination obligatoire des infirmiers? Je vous parle. L'hépatite B, il y a déjà des vaccinations. Je parle de nos modes de vie. Comme maintenant, on a fait un focus sur le coronavirus, on va refuser les épidémies de grippe. Et donc, les épidémies de grippe tuaient 15 000 personnes. Donc pour éviter les 15 000 morts liées à la grippe, on va rentrer à nouveau dans des cycles de vaccination obligatoire pour les prochaines grippes. Est-ce que vous êtes pour ou contre la vaccination obligatoire sur l'hépatite B des soignants? Contre la vaccination obligatoire par principe. Donc l'hépatite B par principe. Donc les soignants qui sont théoriquement obligés de se vacciner quand ils travaillent à l'hôpital contre l'hépatite B, vous êtes contre aussi? Moi je laisse. Mais il faut aller au bout. Je vous donne mon point de vue. Je pense qu'il faut aller au bout des logiques de la liberté, de laisser le libre choix. Après, il y a des dispositions qui ont été prises. Oui, si les soignants sont d'accord pour les respecter, je suis pas sûr que ce soit. Mais le libre choix, il existe aussi. Vous avez des enfants. Vous avez des enfants. Je vous l'ai dit tout à l'heure sur les enfants. Je crois qu'il y a suffisamment de recul pour pouvoir juger que c'est pertinent de faire ce qui est fait aujourd'hui. Et donc très bien. Nous sommes des populations adultes. Moi, je vous le redis, en démocratie, c'est vous qui décidez pour vos enfants. Si vous voulez avoir un minimum de société qui marche, il faut travailler la question du consentement. Comment vous amenez les gens à accepter les choses. Voilà. Moi, j'ai eu le Covid. On m'a menti tellement quand je l'ai eu sur la façon dont il fallait pas que je me soigne, que si vous voulez, depuis, c'est vrai que je suis un peu critique ou dubitatif. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on vous a menti? On m'a dit restez chez vous, puis quand vous vous étoufferez, on viendra éventuellement vous chercher. Et qu'est-ce que vous auriez voulu faire? Mais je pense que d'abord, qu'il faut soigner, il faut prévenir, il faut soigner avec quoi? Non, mais c'est pas raisonnable. Il n'y a pas des études scientifiques. La réduction de la propagation du virus par réduction des contacts sociaux, il y a des études scientifiques. On ne sera jamais d'accord, mais c'est pas grave. Factuellement, avec quoi vous auriez aimé être soigné? Mais je pense qu'il faut faire tout ce qu'on peut pour soigner les gens aujourd'hui. On est encore en train de nous dire 1 an et demi plus tard qu'il n'y a que des vaccins. Je trouve qu'on n'a pas assez investi sur les stratégies de soins. Pardonnez-moi. Ils sont en train de chercher. Ils sont en train de chercher. Alors les vaccins, on les a développés en 6 mois, extraordinaire. Par contre, on n'est pas capable de bloquer une charge virale. Parce que des gens ont pris des risques. Les effets d'une charge virale. Il y a quelque chose que je trouve de mystérieux dans cette façon de faire. Et oui, je suis toujours en doute et en questionnement. Vous ne m'empêcherez pas d'avoir une petite posture non pas de rébellion, mais d'interrogation et d'esprit critique. Et donc après, moi, je regarde ce qui est en train de se passer et je pronostique que dans 5 ans et dans 10 ans, on continuera à devoir sortir masqué dans la rue une partie de l'année. On devra. Non, mais vous voyez déjà que les gens abandonnent le masque et fort heureusement en l'arme de la peur, vous êtes jeune, mais l'arme de la peur permet à peu près tout. Les jeunes n'ont pas peur, ils n'ont qu'une envie, c'est de retrouver la liberté. Pas facile d'être à distance. Non, mais moi ça me va très bien puisque Alexandre se fait le porte-parole de ce que je dis régulièrement. Absolument. Je me fais régulièrement étriller sur votre antenne. Donc, non, mais on débat, c'est aussi l'intérêt. Oui, non, mais si vous voulez, moi je suis assez d'accord sur le fait qu'il y a 2 postures. Et il y a la posture des gens qui ont peur et qui sont prêts à tout pour vaincre leur peur et notamment toutes les compromissions possibles sur de bonnes vieilles libertés. Et puis il y a les gens qui se disent après tout, il faut bien mourir de quelque chose et le coronavirus n'est probablement pas la principale menace aujourd'hui sur nos vies et qui relativisent toutes ces mesures ou toute cette agitation dont les finalités politiques régulièrement m'échappent. C'est-à-dire que je ne suis pas convaincu en effet que la lutte ou les restrictions aux libertés qui ont été imposées dans les pays industrialisés depuis 1 an soient toutes complètement inspirées par le souci de lutter contre le virus. Je pense qu'il y a eu des instrumentalisations. Et là-dessus, si vous voulez, on peut débattre pendant des heures sur le fond. Je crois qu'on s'est tout dit depuis 1 an. On s'est un peu tout dit. Ça se fait en rapport de force. Changeons de sujet. Un dernier mot. Non, mais excusez-moi, mais encore une fois, moi, j'ai pas peur. C'est pas que j'ai peur, c'est que moi, j'ai envie de retrouver une vie. Ça ne se voit pas.
Ça se voit pas. Oui, je suis tension. Mais bon, vous n'avez aucune difficulté. Vous n'avez pas jugé mon état par ailleurs. C'est que je vous dis juste que moi, j'ai juste envie de retrouver la vie telle qu'elle se pratiquait avant. Et effectivement. Non, mais c'est pas mort. Mais arrêtez de dire que c'est mort. Enfin, excusez-moi. Mais c'est vous qui êtes dans un entêtement de considérer que vous êtes dans un discours George Orwell 1984. Mais pour la retrouver la vie d'avant, il faut balancer le pass sanitaire, c'est pas totalement... faut foutre en l'air les algorithmes. Il y a beaucoup de travail. Mais non, mais il faut pas foutre en l'air. Il y a des études scientifiques. Vous voyez, vous me disiez que vous ne saviez pas le taux de protection de l'AstraZeneca. Bon, c'est sur ça qu'on base des données scientifiques. C'est sur ça qu'on base des politiques de santé. Allez, on va changer de sujet. On va marquer une petite pause. Éric Zemmour, candidat. Qu'en pensez-vous? Un vrai sujet consensuel. Ira-t-il pas? À tout de suite. Et le débat continue sur Sud Radio, même pendant la pub. Éric Zemmour, lâché par son éditeur. La maison Albin Michel a indiqué hier avoir rompu avec le polémiste Éric Zemmour. Donc on retrouve tous les soirs sur CNews. Parce que, je cite, il veut devenir un homme politique et il a l'intention de s'engager dans la présidentielle. Nous avons eu un échange très franc avec Éric Zemmour qui m'a récemment confirmé son intention de s'engager dans la présidentielle et de faire son prochain livre, de son prochain livre un élément clé de sa candidature. Ce matin, communiqué AFP, où Éric Zemmour dit qu'il n'a jamais affirmé à son éditeur qu'il souhaitait se présenter. Et quand bien même il déciderait de se présenter, il me semble que tous les hommes politiques ont fait des livres. Emmanuel Macron en a fait un juste avant sa campagne, pendant sa campagne. Donc, ça, à quoi ça rime? Moi, ce qui m'étonne de la part de l'éditeur, c'est qu'avant ça, Éric Zemmour est multicondamné pour incitation à la haine raciale, et ça n'a pas dérangé l'éditeur. Et là, il se présente à l'élection présidentielle et ça dérange l'éditeur. Donc, c'est un drôle de deux poids deux mesures. Enfin, c'est une drôle de façon de réagir. Et puis, c'est une étrange idée quand on voit les audiences que fait Éric Zemmour, que l'éditeur décide de s'en séparer, alors que c'est sûr que n'importe quel bouquin qu'il va sortir va être un carton en librairie. Donc, je comprends pas le calcul. Moi, je comprends pas l'argument de dire il est candidat, donc il peut pas publier un livre. C'est quoi ce truc? Si, mais il va le publier, mais sans doute chez Editis, chez la maison de Monsieur Bolloré. L'idée, c'est de tout rentrer dans la maison mère. Albin Michel appartient pas à Editis. Je sais pas. Voilà. Donc je pense que c'est plutôt une manœuvre pour être sûr que l'argent rentre là où dans la maison mère et que on va retrouver Éric Zemmour chez les éditions Bolloré à la rentrée. Il y a aucun problème. Éric Verhaeghe. Oui, je pense qu'on n'est pas encore au bout des révélations sur cette affaire, puisque c'est assez curieux en effet que par les temps qui courent, un éditeur renonce à publier un best-seller à peu près sûr, c'est ça. Sous un argument qui paraît pas complètement convaincant. C'est-à-dire que, en effet, le fait qu'il devienne candidat, on voit pas exactement ce que ça change au contrat d'édition, mais je laisserai les juristes en débattre, mais en tout cas, ça paraît un peu curieux. En tout cas, l'affaire est intéressante parce qu'elle permet de révéler que, et la réponse de Zemmour me paraît être une preuve supplémentaire, paraît révéler que Éric Zemmour est bien décidé à être candidat. Moi, j'avais entendu qu'il se déclarerait en septembre ou octobre, donc je comprends que les révélations d'Albin Michel contrarient un peu cet agenda. Mais on a aujourd'hui confirmation d'une ambiguïté qui doit se dissiper petit à petit. C'est-à-dire que sur le fond, c'est quand même compliqué d'avoir tous les jours un éditorialiste qui joue au sachant et qui prépare une candidature à la présidentielle de façon quand même très mûre, semble-t-il, sans le dire et sans l'expliquer. Il ne pourra pas éternellement être éditorialiste candidat sans le dire. Je pense qu'il faut maintenant dissiper cette ambiguïté pour le bien de l'impartialité de la presse. Mais il y a deux sujets, en fait. Il y a à la fois le sujet de la candidature d'Éric Zemmour et puis il y a ce sujet de l'éditeur qui refuse de publier ce texte. On a le droit de refuser de publier un texte. Enfin. Oui, non, absolument. Mais c'est l'argument avancé par l'éditeur de dire il est candidat, donc on ne publie pas. On pourrait rechercher, je pense à Emmanuel Macron, à Nicolas Sarkozy, ils ont tous... Non, mais tous les livres, en général, chaque candidature à une élection aussi importante que la présidentielle est précédée de la publication d'un ouvrage pour président. Donc c'est vrai que le procédé est tout à fait énigmatique de la part... L'éditeur est libre de dire je ne veux pas la liberté de l'éditeur est totale, il a le droit, mais bon, je trouve ça un peu faux
cul, pour être honnête, d'avoir donné crédit à Éric Zemmour, parce qu'effectivement, il écrit des ouvrages que moi-même j'ai lus et très intéressants, mais il y a toujours eu une approche très politisée. Très polémique. Lui-même revendique à faire de la politique au sens gramscien du terme par la diffusion de son idéologie depuis une dizaine d'années. Et d'un coup, parce que il se confronterait à la compétition électorale, il deviendrait blâmable en soi. Non, je trouve que ça ne présente pas vraiment de cohérence. Ensuite, sur le sujet de sa candidature à l'élection présidentielle, bien sûr, elle est à insérer dans un contexte général. Il faut quand même tout doucement se calmer. C'est 5,5% des intentions de vote. La machine Zemmour médiatique, réelle, qui fait de l'audience, est à distinguer de l'acception populaire que revêterait. Voilà, et objectivement, pour l'instant, il n'y a aucune rencontre. Il ne sait... Et souvenez-vous, Macron, c'est, à mon avis, une de ses faiblesses, il ne s'est jamais frotté au suffrage universel direct. Il n'a jamais tenu une permanence comme certains élus locaux le font de manière hebdomadaire, et que c'est des éléments qui, au bout d'un moment, peuvent aussi faire dégonfler des bulles très sévèrement pompées à l'hélium grâce à l'audience qu'il fait sur CNews. Ouais. Alexandre, dans la faille. Une des explications, peut-être par rapport à la position d'Albin Michel, c'est peut-être la pression qu'ont exercé des grands auteurs qui sont publiés par Albin et qui disent, écoutez, maintenant c'est trop politisé, si vous continuez à publier ce type, nous on ira se faire éditer ailleurs. Et il peut y avoir aussi beaucoup de pression sur les auteurs d'Albin par d'autres maisons d'édition concurrentes qui les draguent en leur disant venez chez nous parce que comme ça vous éviterez d'être associé à une maison qui publie des dangereux polémistes dont on voit bien que... N'oublions pas non plus que le pouvoir il n'y a pas longtemps voulait interdire, ou en tout cas considérer que le temps de parole de gens comme Zemmour devait être décompté. Voilà. Donc on est dans un pouvoir aussi, peut-être qu'il y a une approche élyséenne qui dit écoutez, ce serait bien que vous ne le publiez pas parce que on aime bien bâillonner en ce moment les Français de manière générale, et pas qu'avec les masques. Voilà. Après, sur la stratégie de campagne et le fait qu'il y aille, pourquoi pas. Je rappelle quand même qu'en France, pour se présenter, il y a quand même une barrière extrêmement importante à franchir et qui n'est pas aussi facile que celle-là. Même quand ça s'appelle Zemmour, ce sont les fameuses 500 signatures. Il faut les réunir. Accessoirement, pour pouvoir avoir une chance de faire un début de campagne sérieux, il faut lever plusieurs millions d'euros. Et il faut les trouver. Et c'est pas aussi facile que ça. Les règles de financement sont quand même très encadrées. Voilà. Alors on peut trouver des partenaires, des gens qui bossent pour vous en gratos, comme M. Macron a eu avec McKinsey, etc. en son temps. Mais enfin, c'est pas aussi facile que ça. Et je pense pas que les grands groupes de conseils anglo-américains seront contents de financer les études d'opinion. C'est pas le même monde, mais il y a du monde quand même derrière. Il y a du monde derrière. Il y a à la fois l'ICEP de Marion Maréchal et puis un certain patronat aussi qui va aider cette candidature. Mais la question, c'est les 5%, évidemment. C'est au-delà de la bulle médiatique que représente Éric Zemmour. Moi, j'attends de voir son premier meeting. Quand il a fait la convention de la droite avec Marion Maréchal, il est tout de suite parti dans l'outrance en comparant la djellaba à un uniforme d'une armée d'occupation. Là, on dit bah non, stop. Donc ça peut être rigolo, une candidature d'Éric Zemmour, mais je pense pas que ça va trumpiser un peu la vie politique française. Et l'idée, c'est ça, c'est vraiment de trumpiser, à la fois avec CNews qui utilise l'antenne comme un média d'opinion et non plus une chaîne d'information, et puis avec un candidat qui vient de la télé. Mais je crois que les Français se sont échaudés. En fait, on a Emmanuel Macron, il venait de nulle part, pas de parti, et on voit ce que ça donne 5 ans après. Éric Zemmour, c'est à peu près la même chose. Il n'a pas de parti. Alors certes, il est plus connu parce que éditorialiste, Figaro, CNews, etc. Mais qui est derrière? Quel parti, quelle structure démocratique ancrée dans le territoire? Parce que c'est bien beau qu'il fasse un tour de France pour dédicacer ses livres. Combien de divisions? Mais voilà, non mais vraiment, non mais c'est important. Et je pense pas qu'on puisse refaire le coup qu'a fait Emmanuel Macron en 2017. À mon avis, il y a quand même une question sur maintenant de quoi sont faits les parcours politiques. Avant, il y avait un parcours initiatique. Alors on pouvait estimer qu'ils avaient tous les torts du monde, que c'était vieillissant. Mais quand on a l'exercice d'un mandat de conseiller départemental, de conseiller municipal, de conseiller régional, quand on a été parlementaire, finalement, on est quand même nanti d'une certaine connaissance de l'écosystème institutionnel, alors que quand on fait juste des coups d'esbrouf comme ça dans les médias, et encore une fois, ces analyses présentent parfois énormément de pertinence et de brillance intellectuelle. Je remets pas du tout ça en question, mais c'est deux choses complètement différentes. Et finalement, celui qui se frotte plutôt les mains de cette décision, à mon avis, c'est celui qui l'entend combattre à tout prix, c'est avoir Emmanuel Macron qui reposera, à mon avis, sur l'idée que l'électorat va se diviser autour de 3 candidats, Marine Le Pen, Éric Zemmour et Xavier Bertrand, ou le candidat choisi par les Républicains. Une remarque de
de Gilles, un de nos auditeurs, qui dit CNews est un média d'opinion, même titre que France Info, BFM, France Inter, qui sont aussi des médias d'opinion. Mais l'avantage, j'en parle dans une récente entretien, c'est que CNews pousse chaque média à sortir du bois, finalement, à dire mais vous aussi, vous faites de l'opinion. France Inter a attendu, France Inter a attendu CNews pour être un média d'opinion. Mais France Inter s'en cachait, en disant nous, on fait de l'info. Attendez, on fait de l'info. Or non, là, le fait est que vous faites de l'opinion comme n'importe qui d'autre. Et je trouve que c'est salvateur dans ce sens-là, où au moins les masques tombent. Éric Zemmour va être candidat, c'est certain, a indiqué un conseiller de Marion Maréchal. Ce serait effectivement l'échec du RN qui l'aurait encore plus stimulé. Mais vous avez raison de dire qu'il n'a pour l'instant rien annoncé. Éric, ce qu'on ne sait pas dans cette affaire, c'est si la candidature Zemmour va enlever des voix à Xavier Bertrand ou va enlever des voix à Marine Le Pen. Et évidemment, pour Emmanuel Macron, c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que un Zemmour qui affaiblit Xavier Bertrand, c'est une bonne chose parce que ça lui permet d'avoir un second tour possible avec une Marine Le Pen qu'il est sûr de battre. Un Zemmour qui fait perdre des voix à Marine Le Pen renforce mathématiquement Xavier Bertrand et c'est une moins bonne chose pour lui parce que le deuxième tour sera peut-être plus compliqué. Oui, c'est certain, mais après je crois qu'il y avait eu plusieurs études d'opinion justement qui testaient l'hypothèse de la candidature d'Éric Zemmour et de manière assez surprenante, enfin ou pas d'ailleurs, mais l'électorat qui était le plus siphonné par cette hypothèse-là était finalement l'électorat les Républicains. Et en fait, il y a toute une réflexion aussi sur le capital électoral du Rassemblement national qui, à mon avis, est à mener surtout à l'aune des résultats régionaux. C'est que finalement, la notabilisation, c'est-à-dire l'institutionnalisation en ayant recours à des candidats comme Thierry Mariani ou Jean-Paul Garot, issus de la droite, finalement, à mon avis, fait fuir une partie de l'électorat qui avait été capté par ce qu'on appelle le FN du Nord, Florian Philippot, c'est-à-dire les voix ouvrières, les anciennes voix du Parti communiste, qui finalement rejettent cette idée d'une droite du Sud-Est, tournée économiquement très libérale, etc. Beaucoup se reconnaissaient en partie sur l'extrême droite sociale et avec une perfusion, enfin une jonction avec l'électorat mélenchoniste. Et ça, c'était une force du Front National que visiblement lors des régionales, elle n'a plus. Elle n'a plus. Je pense qu'il va faire un coup et je ne pense pas qu'il aille au bout. Je pense qu'il y a une volonté d'agitation. C'est un spécialiste des coups. Il en fait régulièrement, y compris sur ses bouquins. Il jette des gros pavés dans la mare. Ça va continuer à développer sa notoriété, sa capacité d'influence. Mais de là à tenter vraiment l'aventure jusqu'au premier tour de la présidentielle, en ayant réuni toutes les conditions, j'ai un petit doute. C'est pas le but. Moi, je pense que le but de cette candidature, c'est de préparer un nouveau mouvement politique qui va reconstruire au-delà du Rassemblement national pour préparer l'après 2022 avec Marion Maréchal qui va revenir dans le jeu avec beaucoup de gens et faire une jonction de toutes les droites de valeur, comme on les appelle, avec y compris des gens des LR qui aujourd'hui n'iraient pas chez le RN et qui iraient dans ce nouveau mouvement en disant là on va faire quelque chose typique du Tea Party. En fait ça a pris 5 ans le Tea Party. Donc là 2022 vous lancez Zemmour qui commence, c'est le lévrier qui commence la course et puis en 2027 on en reparle et là vous aurez le mouvement et ses adhérents et ses cadres et puis Marion Maréchal. Voilà, ce sera le mot de la fin. On n'a pas parlé des retraites. À votre avis, rapidement, il va passer en force ou pas ? Ce serait un suicide politique. Peut-être qu'il a décidé de ne pas se représenter. C'est clair. Non, à mon avis, il peut le faire pour couper l'herbe sous le pied à Xavier Bertrand. C'est à mon avis la seule raison vraiment probante de l'accélération. Avec une impopularité qui va être terrible, non, Éric Verhaeghe ? Non, pas sûr. Je pense je pense que la décision elle va être largement dictée par l'Union européenne qui exige, après la suspension de la réforme d'assurance chômage par le Conseil d'État, il faudra bien que la France présente un plan de diminution des déficits un peu réaliste. Donc la réforme des retraites, c'est tentant. Maintenant, est-ce qu'il sera en position politique de l'imposer ? Je crois qu'aujourd'hui, il est entre Charybde et Silla. Absolument. Même Roux de Bézieux dit qu'il faut attendre. Il n'y a pas un partenaire social qui est pour. Allez, merci à tous les 4. Dans un instant, André Berkoff, très bonne journée sur Sud Radio.